Aujourd'hui, dans Grizzly Media, je vais recevoir quelqu'un qui m'inspire beaucoup, non seulement dans le monde des affaires, aujourd'hui, ce qu'il réussit très bien avec sa compagnie de vêtements, qui sont disponibles du côté de l'aubainerie, mais également en tant qu'athlète, il a été vraiment tout un athlète. Il est le co-détenteur du record canadien aux 100 mètres avec 9,84 secondes. Médaille d'or olympique en 1996 à Atlanta, 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une de bronze en championnat du monde. J'ai avec moi Bruni Surin. Salut Bruni, ça va bien? Oui, ça va bien, toi, merci. Oui, ça va très bien, Bruni. C'est un honneur pour moi, je tiens à le préciser, de te parler parce que tu es quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Puis je veux qu'on parle un petit peu de ta carrière ensemble parce que Radio-Canada a publié dernièrement un texte que tu as écrit qui parlait de tes 50 ans. Parce que ça a l'air de rien, t'es rendu à 50 ans, c'est pas du temps avançant, bonne fête. Et à 50 ans, là, j'imagine qu'il y a des souvenirs qui nous reviennent en tête, puis je veux qu'on travaille ça ensemble. Si on regarde, là, entre autres, du côté du sport, t'as eu une carrière phénoménale, mais quand ça a commencé, cet amour-là pour l'athlétisme et la course, bien sûr? Ben, écoute, premièrement, le 50 ans, je trouve que ça va extrêmement vite. J'en reviens pas encore. Quand je regarde ma plus grande fille, qui en fait, qui va avoir 23 ans la semaine prochaine, qui est plus grande que moi, c'est incroyable. Pour répondre à ta deuxième question, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé, je te dirais, un peu au hasard. C'était au secondaire. Parce que nous, à Montréal, bon, c'est encore le même système. À chaque fin d'année scolaire, on a une compétition qu'on appelle, c'est comme les régionaux. Donc, c'est plusieurs écoles qui se rassemblent puis ils font des compétitions d'athlétisme. Puis au début, dès mon secondaire 1, je me suis démarqué au saut en longueur et au triple saut. À ce moment-là, il y a un entraîneur qui est venu me voir pour me dire qu'il a détecté un certain talent en moi, qui m'a proposé qu'il m'entraîne. Il m'a donné sa carte pour l'appeler. Moi, je n'étais pas intéressé du tout. Mon sport, c'était le basketball. À cette époque-là, je faisais l'équipe de l'école Lucien Pagé, puis l'athlétisme, ça ne m'intéressait pas du tout. L'année d'après, en secondaire 2, le même gars, l'entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, est revenu me voir encore pour me proposer qu'il m'entraîne. Puis j'ai toujours refusé jusqu'en secondaire 5. Puis qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé l'athlétisme? C'est que j'ai vu les Jeux olympiques en 1984. Puis c'est là que j'ai découvert Carl Lewis, qui avait gagné 4 médailles d'or à ces Jeux. Puis c'est là que je me suis que ça a piqué ma curiosité. Puis j'ai commencé à faire de l'athlétisme comme ça. Mais je veux dire, si ça n'avait pas été ces deux événements, premièrement Daniel Saint-Hilaire et Carl Lewis, peut-être que j'aurais jamais fait de l'athlétisme de ma vie. Puis en partant, ça a été les sauts, triple saut, saut en longueur. Et par la suite, ça a été le 100 mètres, puis j'en ai fait pendant 18 ans. C'était toute une carrière. Je suis encore très satisfait de ce que j'ai accompli. Quand on regarde ta carrière, il y a beaucoup de persévérance et tu parlais de Daniel Saint-Hilaire, lui aussi a été très persévérant avec toi. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a inspiré justement à avoir une carrière aussi inspirante? Ah oui, écoute, Daniel, je le regarde encore aujourd'hui avec qu'il entraîne encore avec cette passion-là. Qu'il essaie de découvrir d'autres talents. À chaque fois qu'il découvre d'autres talents, il en parle. Il passe ses journées sur la piste d'athlétisme. Pour moi, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est dommage qu'il n'ait pas reconnu à sa juste valeur. C'est dommage. Mais écoute, il a changé. Puis pour moi, c'est pas juste le sport. C'est même encore aujourd'hui tout ce que j'ai appris grâce à Daniel, grâce au sport, j'utilise encore ces outils-là dans ma vie quotidienne, puis ça va me rester jusqu'à la fin de mes jours, là. C'est incroyable ce qu'il fait. J'ai adoré le segment dans ton texte, parce que tu parles du clin d'œil de Carl Lewis. Je pense que ça a un petit peu tout changé pour t'amener justement à cette médaille d'or olympique. Ouais, écoute, c'était tellement drôle, parce que dernièrement, il y avait les championnats canadiens à Ottawa. Puis j'ai ma fille qui courait le 400 mètres, puis j'avais été la voir. Puis en finale, mon père voulait venir la voir courir. On a descendu à Ottawa, puis Carl Lewis était là. Ah oui. Carl Lewis maintenant, Carl Lewis maintenant il est entraîneur à Houston, à l'université.
Puis il faisait du recrutement. Puis quand je dis à mon père, ben écoute, le gars qui est là-bas, j'ai parlé tantôt, c'est Carl Lewis. T'aurais dû le voir jumper, il est allé voir Carl Lewis tout de suite. Fait que je pense que c'est pas juste sur moi qu'il y a eu une, une influence, mais ça a été de mon père aussi. C'était tellement drôle à le voir. Je pense qu'il a parlé au moins 5 minutes sans arrêt. Il était tout emballé. Mais pour dire que oui, ce petit clin d'œil-là, dans ce temps-là, ça m'a complètement ça a eu beaucoup d'impact parce que, écoute, je regardais Carl Lewis à la télévision à 17 ans. Puis, c'est un gars, dans ce temps-là, qui changeait souvent de coupe de cheveux. Je pense que c'est cet exemple-là. À chaque fois qu'il changeait de coupe de cheveux, je le regardais à la télévision. Je changeais de coupe de cheveux aussi. Je voulais être comme Carl Lewis. Pour moi, c'était comme, je voulais être absolument comme lui. Puis, j'ai eu la chance même d'aller chez lui, à Houston, qui m'avait invité. Puis voir, comme on est que j'avais dit que je voulais courir moi aussi 9,8 au 100 mètres et puis tout le monde riait de moi, sauf Daniel Saint-Hilaire quasiment. Puis après 15 ans de travail acharné, de persévérance, de blessures, de rejet, j'ai continué, puis j'ai réalisé mon rêve. Aujourd'hui, je regarde cette histoire-là, puis c'est comme, pour moi, c'est comme un conte de fées encore. C'est fou, là. Tu sais, on regarde ta carrière, puis il y a tellement de fierté là-dedans, mais je me demande, c'est quoi la plus grande fierté? C'est-tu d'avoir, non seulement avoir toujours couru dans un sport qui parfois a été entaché par du dopage, alors que toi, tu l'as fait propre? C'est-tu justement le 9,8 secondes au 100 mètres? C'est-tu la médaille d'or aux Jeux olympiques? C'est-tu les médailles d'or aux championnats du monde? Il y en a tellement de fierté que je me demande, c'est laquelle pour toi la plus grande? Ouf, moi, je pourrais te dire, c'est au point de vue de la perception, au point de vue de quand tu as un rêve, c'est de t'accrocher à ce rêve-là. Même si l'entourage, même si la société va te dire que tu n'es pas capable, ben toi, si tu y crois, tu t'accroches, tu travailles fort, ça va se faire. Parce que moi, c'est ça que mon entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, m'a dit au début. Quand il m'a dit, il m'a donné une citation que j'utilise encore aujourd'hui, c'est en anglais, il m'a dit « The me I see is the me I'll be ». Là, il m'a dit, ben, tu vois, Carl Lewis, c'est un humain, c'est un être humain comme toi. Oui, il y a du talent, c'est un athlète exceptionnel. Tu as du talent, mais juste le talent, c'est pas assez. Il va falloir que tu travailles fort. Puis au point de vue psychologique aussi, il faut que tu y crois. Puis tu t'accroches à ça. Ça sera pas facile, il m'a dit dès le début. Évidemment, c'était pas facile. Écoute, quand je frappais aux portes, il y a des gens qui riaient de moi dans ma face, littéralement. Il y a des gens qui disaient, ben, écoute, prends la porte, t'as pas de niveau, qu'est-ce que tu fais là, qui t'a invité? J'ai tout subi ça. Mais sauf que quand j'ai traversé cette période-là, je me suis accroché. Je me suis dit, présentement, je passe des moments difficiles, c'est tough, mais, gars, on va travailler encore plus fort, puis on va l'avoir. Puis effectivement, 15 ans plus tard, je l'ai réalisé. Puis, quand j'ai réalisé ça, la citation de Daniel est venue tout de suite me chercher. Demi-ICS, demi-LB. Mon rêve ultime qui était de courir plus vite que Carl Lewis, ben, je l'ai réalisé à 32 ans, 15 ans plus tard. Fait que, moi, c'est ça que je dis, quand je fais mes conférences aujourd'hui, surtout aux jeunes, ben, écoute, go for it. Ayez pas des regrets plus tard pour dire, ah, ben, tu sais, quand j'étais jeune, j'aurais dû, j'aurais pu. Oubliez ça. À partir de maintenant, foncez. Puis moi, c'est ça ma plus grande fierté. De le fait d'aujourd'hui, d'être capable de le partager avec les gens, de le partager avec les jeunes. Puis moi, c'est comme, aujourd'hui, c'est encore un rêve. Dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas aussi. Quand je parle de bas, je parle pas nécessairement d'une Porsche qui a plus plus de déception que de joie, mais il y a eu des moments dans ta carrière sûrement qui ont été un petit peu plus difficiles. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce qu'il y a même eu des moments où tu t'es dit j'accroche plus vite que prévu, j'abandonne mon rêve? Il y a eu plusieurs moments difficiles. Il y a eu écoute, une année que j'arrivais pas à performer. Pourtant, j'étais pas blessé. J'arrivais à la compétition, je terminais dernier, je courais de 10-60, tandis que normalement j'aurais dû courir 10-20 dans les 10-15. Puis ça, c'était très difficile. Puis à un moment donné, je me suis aperçu aussi, c'est que des fois, je me mettais tellement trop de pression pour plaire aux gens que ça m'ennuie. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, dans mes conférences, je dis aux gens, dans n'importe quel domaine que vous soyez, vous êtes numéro 1, d'abord.
faites-le pas pour les autres. Faites-le pour vous, premièrement. Ayez du plaisir à faire ce que vous faites. Parce qu'à un moment donné, ça a été le contraire. Puis c'est pour ça que j'ai pas eu du plaisir. Puis je me mettais beaucoup de pression pour les autres. Ça, d'après moi, il faut pas faire ça. Il faut le faire pour soi. Puis ça fait débloquer. Quand il y a eu des blessures dans les moments importants, quand je pense à Sydney en 2000, lors de mes derniers Jeux olympiques, que j'avais une déchirure au ligament, que j'ai pas pu performer. C'était très difficile parce que quand tu arrives aux Jeux olympiques, c'est là que tu veux performer, tu veux être mise en avant. Mais là, à cause de cette blessure-là, j'étais mis en arrière, si tu peux dire. Mais ça, c'est dans ce temps-là, c'est de dire qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire, de faire l'analyse pour se dire est-ce que tu as fait le meilleur à ce moment-là? Est-ce que tu as pris toutes les mesures pour performer à cette période-là? La réponse était oui. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben écoute, j'ai tout fait pour réussir, donc aucun regret. Le mot retraite est un mot qui fait peur à quelques athlètes sportifs. Pour la majorité des gens, le mot retraite, c'est un mot plutôt qui est plaisant. On se dit enfin, on va pouvoir en profiter. De ton côté, est-ce que ça a été dur en 2002 de dire, OK, j'annonce ma retraite, c'est terminé ma carrière de sportif et je suis prêt à passer à autre chose? C'est sûr qu'il y a eu un deuil à faire. Dans mon cas, j'ai préparé ma retraite, je pourrais dire, au moins 2 ans et demi avant la retraite réelle. J'ai commencé à mettre sur papier des projets. J'ai mis sur papier qu'est-ce qui m'intéresse le plus. J'ai mis sur papier, exemple, la communication, ça m'intéresse. J'ai été prendre des cours privés par rapport à ça pour dire que tout de suite après la carrière sportive, mais on rentre dans la vie, en parenthèse, la vie normale. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Je pense que si j'avais pas fait cet exercice-là, j'aurais eu de la misère à faire la transition. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'après moi, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont ce problème-là, cette transition-là, parce que ça n'a pas été préparé. Parce que si tu restes du jour au lendemain pour dire, ben écoute, tu es tellement concentré dans le sport, dans ta performance et tout, puis tu as toute une équipe alentour de toi, tu as ton agent, tu as l'entraîneur, tu as le nutritionniste, c'est tous qui sont là pour toi, puis l'athlète est comme le noyau. Puis, du jour au lendemain, ben, tu te dis, ben, écoute, t'es laissé à toi-même, puis va sur le marché du travail, puis frappe aux portes, puis tout ça. T'es à ton compte, là. C'est ça que je pense qui est pas mal le gros danger. Mais moi, j'ai comme préparé, puis je savais exactement quand c'était terminé au point de vue sportif, ben, c'était les autres objectifs après, c'était le monde du travail, c'était partir en affaires, puis c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, ça fait 15 ans. Puis ça se passe très, très bien. On ne veut pas reprendre nécessairement tout le crédit, mais on va quand même être un petit peu fiers de l'école d'entrepreneurship de la Beauce, Oui. où tu as étudié et où, entre autres, par la suite, il y a eu les vêtements Surin qui sont disponibles à l'Aubainerie, comme je l'ai dit en préambule. Parle-nous un peu de l'importance de cette école-là dans ta vie et dans la réussite de l'entreprise. Ben, tu vois, l'école d'entrepreneurship de Beauce, et même aujourd'hui, j'ai des entrepreneurs, j'ai des gens qui m'inspirent. Je pense d'après moi, on a tous besoin d'un coach. Soit que ce soit un coach dans le sport, que ce soit un coach en business. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un à qui, par exemple, se confier, quelqu'un de l'extérieur qui va analyser, qui va pouvoir des fois mieux juger. Puis après ça, c'est sûr qu'on va prendre des décisions. Pour moi, l'école d'entrepreneurship de Beauce, qu'est-ce que ça représentait? Je faisais le parallèle avec le sport. Dans le sport, j'ai parcouru, j'ai été partout au monde pour essayer d'avoir les meilleurs conseils au point de vue de coaching, pour avoir des meilleurs conseils au point de vue de nutrition, pour avoir des meilleurs conseils par rapport à la biomécanique, comment qu'on court, comment qu'on s'entraîne, c'est quoi la nouvelle approche et tout ça. Puis j'ai investi beaucoup là-dedans, en termes d'argent et en termes de temps. Quand c'est venu après la carrière, puis j'ai découvert l'école d'entrepreneurship de Beauce, parce qu'on me dit, écoute, là, tu vas aller en Beauce, puis tu vas avoir les meilleurs entrepreneurs du Québec qui vont passer 24 heures avec toi, qui vont te donner des outils, qui vont te raconter leurs histoires, leurs bons coups, leurs mauvais coups. Tu peux leur poser toutes sortes de questions, puis des outils qui peuvent avantager ton entreprise. Sur le coup, j'étais comme, wow! Comment ne pas adhérer à ça?
parce que j'y crois absolument. Puis moi, avant l'école d'entrepreneurship de Beauce, une petite appréhension que j'avais, c'est que dans ce que je faisais, par exemple, les vêtements, mon équipe, et puis tout ça, le management d'athlètes, souvent je me posais la question, ben, est-ce que c'est la bonne affaire que je fais? Est-ce que je suis en train de marcher dans la bonne direction? Puis souvent je me posais cette question-là, c'est comme si j'avais un certain doute, que je pourrais dire. Puis quand j'ai été à l'école d'entrepreneurship, déjà avec le réseau de contacts aussi, puis d'entendre les autres entrepreneurs, puis je posais des questions aussi, puis je me suis rendu compte, wow, premièrement, c'est pas juste moi qui a ce questionnement-là. C'est normal d'avoir ce questionnement-là. Puis voir le parcours des entraîneurs aussi là-bas, ma confiance, c'était comme si je marchais quasiment des fois la tête baissée, avec manque de confiance. Puis après ça, c'était comme je marchais tout droit devant moi. Puis je me suis dit, ben écoute, c'est là qu'on s'en va. Puis je suis sûr qu'on va arriver à notre destination dans ce chemin-là. Moi, c'est surtout ça que ça m'a apporté. Bon, la prochaine question va être probablement la plus difficile de l'entrevue. Si le jeune Bruni Surin voyait le Bruni Surin d'aujourd'hui, celui de 50 ans, qu'est-ce qu'il dirait à Bruni Surin de 50 ans? Qu'est-ce qu'il dirait? Ben écoute, c'est comme, premièrement, quel est ton rêve? C'est exactement ça. Quel est ton rêve? Est-ce que tu y crois? Comment tu vas faire pour y arriver? Et ensuite, crois que tu vas y arriver. Puis à partir de maintenant, travaille pour le faire. Aussi simple que ça. Crois-tu que le jeune Bruni Surin, lui, ça serait impressionné par où ce que tu es rendu? S'il serait impressionné? Mm-hmm. Avec toute modestie, je te dirais oui, mais je te dirais aussi en même temps de le dire, toi aussi tu es capable. Parce que souvent, pourquoi je dis ça, c'est la peur. Tu sais, souvent les jeunes vont dire, ben écoute, je voudrais bien, mais puis souvent, puis c'est arrivé en réel. Parce que quand je leur pose la question, je fais beaucoup de conférences, que ce soit dans les écoles, surtout en entreprise, je pose cette question-là aux adultes aussi. Puis quelque chose qui revient souvent, je voudrais faire, exemple, tel objectif ou tel rêve, mais je leur dis, mais enlevez le mais, s'il vous plaît. Faites-vous une grande faveur, le mais que vous dites toujours dans vos phrases, enlevez-le. Puis, des fois aussi, qu'on va vous dire que vous n'êtes pas capable, enlevez ça de votre esprit. Vous êtes capable. Quand on vous dit sois réaliste, c'est quoi sois réaliste? Moi, je vous dis, ben, soyez pas réaliste, puis rêvez en couleur. Moi, c'est exactement ce que je leur dis. That's it. Parce que de dire, je fais un retour en arrière, de dire le petit Bruni dans le temps en 1980, 85, 86, qu'il n'y avait pas une scène et tout. Puis comme un mec qui dit, ben écoute, voici où est-ce que je veux en aller, je vais aller chercher mon étoile, puis je peux courir plus vite que Carl Lewis, qui était la grosse vedette mondiale, internationale et tout. Ben, il faut rêver en couleur. C'est aussi simple que ça. Puis je me pense pas meilleur qu'un autre. Ça se passe entre les deux oreilles. Deux dernières pour toi, Bruni. La première, je veux parler un petit peu du sport en général. André Degrasse, qui est un athlète extraordinaire, on entend parler de lui un petit peu partout, tête d'affiche de plusieurs entreprises. Selon toi, est-ce que ça va devenir pas mal le meilleur Canadien, peut-être même le meilleur au monde? Est-ce que c'est même une possibilité? Ben, écoute, moi je dis, bon, c'est sûr que là, le king, le roi est encore Usain Bolt, évidemment. Ça, c'est évident, on peut même pas, c'est même pas un débat. Mais Usain Bolt va prendre sa retraite après les championnats du monde qui vont avoir lieu au mois d'août à Londres. Puis certainement, André Degrasse va être le prochain king. Si je peux dire. C'est, écoute, avec le peu d'expérience qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il a fait, que ce soit aux Jeux panaméricains en 2015, après ça en 2016, les Jeux olympiques, et cette année qui roule encore très bien, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'il a fait. C'est quasiment du jamais vu.
Puis il y a tout pour lui. Au point de vue marketing, c'est un gars qui se prend pas pour un autre, il se prend pas la tête. Il parle très bien, il se présente très bien. Au point de vue marketing, c'est du bonbon, là. C'est pas pour rien non plus que tous les commanditaires lui courent après. Après Usain Bolt prend sa retraite, ça va être le prochain, ça c'est sûr et certain. Finalement, quel est le futur de Bruni Surin? Qu'est-ce qui lui manque à accomplir d'ici la fin de sa carrière professionnelle? Écoute, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. C'est incroyable. Je me dis, au Québec, on a tellement de grands entrepreneurs, c'est incroyable. Puis il y a même des entrepreneurs que je rencontre, des connaissances qui sont pas connues du tout, là. Puis qui en affaires, qui ont des chiffres d'affaires incroyables. Puis moi, la première chose que je leur dis, que j'ai dit, écoute, est-ce que vous faites des conférences? Des fois, le dernier que j'ai eu, ça fait peut-être 2 semaines, il m'a dit non. J'ai dit, écoute, je veux t'amener en conférence avec moi. Je veux te booker, parler aux jeunes pour raconter ton histoire. Qu'est-ce que tu fais? C'est incroyable. Puis de me regarder aujourd'hui comme homme d'affaires, et j'ai des croûtes à manger, là. Puis je veux dire que ça va super bien. Qu'est-ce que je fais? Je gagne très bien ma vie, mais au point de vue d'être un grand entrepreneur, j'ai des croûtes à manger, c'est incroyable. Puis si je peux comparer ça à un peu au sport, je pourrais dire en affaires, j'ai pas descendu en dessous des 2 secondes encore. D'après mon évaluation à moi, puis je vais être dans le top. Fait que imaginez-vous, j'ai beaucoup de travail, puis je suis prêt à le faire. Puis est-ce que je vais y arriver? Je suis convaincu à 100%. Est-ce que je suis prêt à faire le travail? 200%. C'est le fun de te voir rêver en couleur, puis je pense que tu inspires beaucoup de personnes qui vont écouter cette entrevue également à rêver en couleur, parce que ton parcours est super inspirant, que ce soit en tant qu'athlète ou en tant qu'entrepreneur. Tu crois en tes rêves, puis je vais faire une comparaison, peut-être qu'elle est boiteuse, mais Jean-Pascal, à l'époque, elle disait toujours « je suis le meilleur », et certains disaient « bon, c'est de l'arrogance », mais je pense qu'il a réussi pendant plusieurs années quand même à nous prouver qu'en effet, il était le meilleur de sa division. Donc, je pense que dans ton cas, c'est un peu pareil. Ah ben oui, c'est ça qu'il faut. Hein. Moi, c'est ça qu'il faut. Des fois, il y a des gens qui pensent, comme l'exemple que tu viens de dire, par exemple avec Jean-Pascal, les gens qui vont dire que c'est de l'arrogance et tout. Pour moi, c'est pas de l'arrogance, c'est juste d'avoir confiance en soi. Puis le fait de le dire aussi, c'est que tu y crois à 100%. Parce que si tu y croyais pas, tu l'aurais pas dit publiquement, tu l'aurais pas dit devant tout le monde, tu l'aurais peut-être gardé pour toi, parce que tu t'aurais dit, mais si jamais je réussis pas, je vais être le seul à savoir. Mais lui, il l'a dit devant tout le monde. Puis d'ailleurs, quand j'ai terminé ma carrière en 2002, c'était au jeu du Commonwealth, justement. Puis c'est là que je suis devenu un petit peu plus proche avec Jean-Pascal. Puis en parenthèse, je me disais, le petit cul, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Bruni, check-moi bien, je vais être champion du monde. Il m'a dit ça au jeu du Commonwealth en 2002. Puis effectivement, il l'est devenu. Pour moi, c'est une histoire vraiment incroyable. J'adore ça. Oh, vraiment. Bruni Surin, on invite les gens à aller consulter ta page Facebook, ton site web également, autant pour les vêtements que pour les conférences, ou tout simplement pour suivre un peu tes activités. Je pense que c'est quelque chose qui est super important. Puis merci tout simplement de nous permettre de voir quelqu'un évoluer de cette façon-là, quelqu'un qui nous inspire jour après jour. Vraiment, merci Bruni Surin, tout simplement. OK, merci à toi. Hein. Puis félicitations pour l'entrevue.